Matryoshka. Alors, nous allons continuer à nous raconter des histoires, qu'on soit d'accord ou pas d'accord. Merci en tous les cas à vous d'être là. Merci de votre patience aussi, parce que finalement, on a un petit peu de décalage dans le temps. Tout est une histoire d'équilibre en réalité, et on voit bien que les équilibres sont durs à garder d'une façon ou d'une autre, et que parfois on n'arrive pas à imposer une sorte de dialogue qui soit intergénérationnel ou entre les différents mouvements qui peuvent constituer la société, les différentes classes sociales, les différentes chapelles d'une certaine façon. Et ce qui me vient là, c'est que moi qui promeut la neutralité et le fait d'être un terrain d'écoute pour chacun, qu'on soit un jeune, qu'on soit un plus vieux, qu'on soit un acteur de la société, qu'on soit un penseur, qu'on ait fait des études ou qu'on n'en ait pas, et que finalement tout le monde peut essayer d'arriver à trouver du commun et construire pour un cap, et ben, je me rends compte que la neutralité, en réalité, c'est un combat assez fort à mener, que je continuerai à faire à ma façon, avec mon indépendance telle que je peux. En tous les cas, merci à vous tous. Dans cette histoire d'équilibre, il y a des équilibres qui sont bien plus grands à garder, à gagner, et il y a 9 grands équilibres qui conditionnent notre vie sur Terre. Ces limites planétaires, dont les seuils que l'humanité à ne pas dépasser pour ne pas compromettre les conditions favorables dans lesquelles elle a pu se développer. On a parlé depuis le début du festival Génération Matryoshka de tout ce qui pouvait créer du commun ou de tous ces dialogues intergénérationnels à créer autour de valeurs qui nous paraissaient importantes, de ce qui va compter demain. Là, on a parlé de la valeur de la planète et puis ensuite, on a parlé de la valeur finalement de la narration. On a fini là-dessus pour montrer à quel point on n'était pas dans ce rapport de vérité dont nous parlait Heinz Wiesmann tout à l'heure, mais en réalité que comme si chacun ne faisait qu'adopter une posture et qu'on n'était pas dans l'authenticité de nos discours. C'est ça qu'on a retenu de la dernière table. Maintenant, on va parler de la valeur du vivant. Cette valeur du vivant, je voudrais qu'on l'aborde de différents axes, mais j'appelle tout de suite Dominique Bourg, qui est philosophe, à venir me rejoindre pour apporter son regard, qui n'est véritablement pas neutre, forcément. Merci monsieur, merci d'être là. Alors, la question qu'on avait envie de se poser au départ, c'était de savoir si, par rapport à tout ce qu'on avait pu se dire, aujourd'hui, on était en mesure de mesurer la valeur du vivant, et est-ce qu'on était darwinien aujourd'hui au XXIe siècle dans sa capacité à s'adapter aux contingences, aux problèmes, et dans cette capacité à chercher à s'en sortir ensemble. C'était l'angle que je voulais aborder avec vous. Mais puisqu'on voit que dans ce changement civilisationnel dans lequel on est, que vous décrivez très bien, il y a des choses qui émergent. Peut-être vous avez envie de réagir sur ce qui vient de se passer ou vous voulez qu'on avance plus loin. Qu'est-ce que ça dit finalement de votre regard, qui connaissait très bien tous ces sujets, bien mieux que moi? C'est pas facile hein, de réagir, si vous voulez. C'est assez compliqué. Moi, je me sens assez solidaire, enfin même pas assez, solidaire, si vous voulez, à la colère d'Anne-Sophie Novelle. On peut très bien la comprendre. Elle travaille sur ce sujet. Et si vous voulez, c'est un sujet qui était marqué quand même par des manipulations, comme on l'a eu sur le climat. C'est-à-dire que sur le climat, vous le savez, c'est ce qu'on a appelé les marchands de doute. Hein, c'est le livre de Noémie Oreskes et puis Éric Conway. Il y avait le travail de Proctor aussi sur le tabac. C'est-à-dire qu'on a eu des acteurs qui ont quand même tout fait pour détourner, si vous voulez, l'opinion majoritaire de certains sujets. Par exemple, pour le tabac, ça commence dans les années 50. Donc, les industriels du tabac sont confrontés au fait qu'effectivement, on met en évidence que le tabagisme actif et passif a des incidences sanitaires en termes de cancer énormes. Ils décident dans les années 50 de ne pas prendre le sujet de front, c'est-à-dire de ne pas prendre la science de front, mais d'aller financer des recherches qui vont orienter les gens vers d'autres sujets qui sont plus mineurs, etc., en quelque sorte pour noyer le poisson. Si vous prenez la question du climat, c'est carrément des centaines de millions qui ont été dépensés pour essayer de convaincre une grande partie, par exemple, des Nord-Américains, des États-Unis, si vous voulez, que ce n'était pas un sujet. Et ils y sont parvenus. Donc, quand on travaille là-dessus, je comprends qu'on puisse avoir, si vous voulez, cette réaction. En même temps, vous, de votre côté, vous essayez d'établir des dialogues. Moi, mais bon, juste parce que voilà, mais si vous voulez, de voir la question j'ai vu du qu'une partie du cynisme. public, si vous voulez, une partie du public, là,
vous voulez presque la faire taire. Non, ce qu'elle a dit, ça a vraiment un sens. Alors maintenant, je ne connais pas Intercéréales, je ne sais pas ce que fait M. Loiseau, etc. En même temps, moi aussi, ce que j'essaie d'être attentif, c'est vous voulez qu'effectivement, vous avez des acteurs, et si ces acteurs-là, majeurs, ne les amènent pas à changer, comme ce qui va changer, c'est les ordres de grandeur, on n'y arrivera pas non plus. Donc j'aurais tendance à dire, et ce n'est pas une façon, si vous voulez, d'être normand, en général, ce n'est pas du tout ma position, mais c'est qu'à la fois, elle a raison de dire ce qu'elle a dit. Je ne connais pas M. Loiseau, je ne sais pas du tout ce qu'il y a derrière, mais il y a effectivement des acteurs qui viennent de loin et qui essaient aussi de changer. Donc il faudrait que je sache, pour savoir, si vous voulez, si c'est le cas, s'il y a une sincérité, etc. Je ne veux pas le juger, je ne le connais pas, mais je sais que dans le milieu... De mon point de vue, c'était de ça dont il était question, c'est-à-dire des niveaux de conscience différents, ou en tous les cas des mouvements qui sont plus longs à opérer selon qu'on soit à la main d'un gros paquebot ou qu'on soit jeune en train de... Forcément, le virage ne se fait pas avec la même rapidité. Voilà, ça c'est clair. Il me semblait qu'on était entre personnes qui étaient plutôt authentiques dans la volonté d'aborder les sujets. Mais il n'empêche que ce qui est intéressant, de ce qu'on peut retenir sur un plan plus philosophique de tout ça, c'est qu'en réalité, dans l'évolution des consciences dans lesquelles on est, aujourd'hui, le rejet est celui du cynisme. Et c'est ça qui se passe. Ça, c'est fondamental. Ça, c'est celui qui est en train d'opérer et qui fait que sans doute, il y a tant de mouvements de jeunes qui ne supportent plus les formes de washing, qu'ils soient green ou autres, par rapport à ce que d'autres, plus anciens, imposent avec des discours qui sont en réalité des discours cyniques. On est d'accord. Si on dézoome un peu, qu'on sort de cette table, qu'on sort de tout ça et qu'on regarde ça à une échelle bien plus grande, dans quel temps civilisationnel sommes-nous aujourd'hui? Dans quel temps de mutation pouvez-vous décrire le mouvement? Je rappelle, parce que je n'ai pas dit très rapidement, pour ceux qui éventuellement vous connaîtraient pas, vous êtes donc professeur, vous êtes philosophe, professeur à l'Université de Lausanne, et vous êtes spécialiste des questions environnementales. Vous avez présidé, entre autres, jusqu'en décembre 2018, le conseil scientifique de la Fondation Nicolas Hulot. Voilà, et vous avez fait aussi de la politique. Voilà, juste pour recadrer. Brièvement. Brièvement. Mais, voilà. Un mois. Bon. Un mois. Non, pour revenir, si vous voulez, je crois qu'il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer la situation dans laquelle on se trouve. Et vu d'ailleurs ce que j'ai entendu tout à l'heure, il y a beaucoup de choses qui ont été dites dans la table ronde précédente, un certain nombre de chiffres, effectivement, sur la situation du vivant aujourd'hui. Bon, je vais redire deux, trois choses, mais très, très rapidement. Mais ce qui va nous intéresser ici, c'est en quelque sorte comment on en est venu là. Et c'est vrai qu'on voit que ça change quand même sur la question de vivant. Il y a quelque temps, si vous voulez, on mettait que le climat en avant. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que le climat, ce n'est pas important. Hein. Et il y a une interaction très forte entre le vivant, bien sûr, et le climat. Le climat, c'est simplement les conditions optimales pour l'épanouissement d'un certain nombre d'espèces. Mais on mettait vraiment ça en avant. Alors, c'est simple à comprendre, c'est plus spectaculaire. On peut modéliser, on sait à peu près on sait à peu près ce qui nous attend. Quand un écosystème s'effondre, on ne le saura jamais à l'avance. On ne sait pas le modéliser. C'est trop complexe. On voit quand même que là, les choses sont un petit peu en train de changer. Alors, par exemple, le GIEC lui-même travaille avec son équivalent pour le vivant, qui est l'IPBES. Dans les rapports du GIEC, les questions du vivant maintenant sont extrêmement, extrêmement présentes. Et on voit bien que dans l'opinion, on a compris que l'état de la vie sur Terre est aussi, si vous voulez, aussi délabré, et que la rapidité avec laquelle il faudrait agir, qu'on ne peut pas mesurer alors qu'on peut la mesurer avec le climat, est probablement aussi, si vous voulez, aussi intense. Donc en un mot, on en est dans une situation qui est quand même pas très très drôle. On va s'amuser à faire comme ça les étages de la vie. Si je prends par exemple les vertébrés sauvages, aujourd'hui c'est 3% de la totalité de la biomasse. Un tiers c'est nous autres, les bipèdes humains, et les deux autres tiers, ce sont nos animaux domestiques. Donc là, si vous voulez, on a tout dézingué. Bon, ça c'est clair. Les vertébrés sauvages, c'est presque plus rien. Et puis, si vous regardez l'étage en dessous, on va parler des arthropodes, c'est-à-dire que les vertébrés, ils sont structurés à l'intérieur par une colonne vertébrale. Les arthropodes, au contraire, ça va, si vous voulez, des insectes aux crabes. Ils sont structurés par une carapace de l'extérieur. Et là, il y a encore quelques années, il y a des études qui sont parues il y a 4 ans, 5 ans, 3 ans, qui nous ont montré, d'ailleurs une d'elles a été mentionnée tout à l'heure, qui nous ont montré à quel point, par exemple en Europe aussi, si vous voulez, on constate un effondrement des populations d'arthropodes. Je vous donne un simple exemple. On va prendre les chauves-souris. Alors, ce n'est pas les chauves-souris, c'est des vertébrés. Mais je vais prendre les chauves-souris, premièrement, après je reviendrai aux arthropodes. Les chauves-souris en France, leur population diminue de 3% par an. C'est-à-dire, en fait, si vous voulez, en 20 ans, il n'y en a plus.
Et évidemment, les écosystèmes, ça fait, c'est systémique, c'est lié entre eux. C'est-à-dire, quand vous avez une espèce comme ça qui s'effondre, ça veut dire aussi que de manière générale, les conditions propices à la vie deviennent défavorables. C'est quand même quelque chose qui devrait nous alerter. Maintenant, je reviens aux arthropodes. D'ailleurs, les chiffres ont été donnés. Il y a 2 études qui ont fait beaucoup de bruit. L'une, c'est une étude qui avait été faite en Allemagne et qui concernait les insectes volants. Cette étude, elle avait été conduite pendant 27 ans. C'est énorme, hein. Pendant 27 ans, on avait installé entre des cultures avec plutôt une agriculture intégrée, donc l'équivalent en France de raisonner, c'est-à-dire qui utilisent moins de pesticides. Et là, il y avait 63 sites, c'était en fait des bandes entre des champs. Et là, on a constaté qu'entre 76 et 82% des insectes volants, entre 76 et 82% en 27 ans, de prise en moins. Il y a une autre étude plus récente, elle, toujours en Allemagne, sur plus de sites, mais cette fois-ci qui ne concernait pas simplement les insectes volants, mais en fait les arthropodes, c'est-à-dire des insectes volants aux insectes, aux bêtes dans les, si vous voulez, dans les sols. Et donc là, en 10 ans, suivant que c'est en prairie ou en forêt c'est moins, la réduction est de moitié moins, mais on a à nouveau presque 80%. Mais sur 10 ans, ça veut donc dire que ça s'accélère si vous mettez cette étude par rapport à la précédente. Et là, surtout, alors c'est que 40% de moins en forêt, mais surtout, ce qui était étonnant, c'est qu'il y a un peu plus d'un tiers, si vous voulez, d'espèces en moins entre les observations, les prélèvements faits il y a 10 ans et les derniers prélèvements opérés. Donc en fait, ça ne veut pas dire forcément que ces espèces ont disparu, mais en tout cas là où on a installé ces dispositifs, en 10 ans, vous avez un tiers de diversité spécifique d'espèces en moins. C'est gigantesque. Donc on a un état de la vie qui est dans un état de délabrement vraiment extrêmement inquiétant. Et maintenant, si on essaie de revenir dans le passé et de voir pourquoi on en est arrivé là, alors c'est là que moi, c'est plutôt mon boulot, si vous voulez, de philosophe, d'une certaine manière, c'est vraiment une conséquence de la modernité mécaniste qui s'est construite à la fin du XVIe siècle, début du XVIIe siècle, et qui nous a amené à comprendre ce qui nous entoure, le monde, hein, comme un simple agrégat de particules matérielles, se choquant les unes les autres, n'ayant aucune intériorité, évidemment aucune intelligence, aucune sensibilité. Et du coup, la conséquence de cette vision des choses qui est associée à la physique moderne naissante, eh bien, c'est que les animaux et les plantes sont des machines. En d'autres termes, les animaux et les plantes n'ont aucune valeur. Donc en fait, le vivant n'existe pas et n'a aucune valeur. Et si vous regardez par exemple dans la physique d'Aristote, la physique c'est plutôt une biologie. Et si vous regardez la biologie contemporaine, c'est plutôt une physique. Et c'est-à-dire qu'en fait, on a imaginé que... On n'a pas les mêmes regards, on n'a pas les mêmes lunettes. Ah non, non. Et puis imaginez par exemple imaginez une ville au XVe siècle, XVIe siècle. Évidemment, il n'y a pas de désherbant, donc il y a de l'herbe partout, il y a des arbres partout, il y a des animaux dans les églises, dans les maisons. En fait, si vous voulez, il y a un enchevêtrement de la vie partout. Si je regarde dans cette salle... la symbiose est moins évidente. Oui, il n'y a pas Toi, un seul... tu as quand même plein d'espèces très différentes. Il n'y a pas un insecte, il n'y a pas une plante. Bon, et nos villes sont un petit peu comme ça, si vous voulez. Donc on a construit une civilisation, j'exagère à peine, mais si vous voulez, déjà de mépris. Le vivant n'a pas de valeur. Au mieux, c'est un stock qu'on peut utiliser pour des activités économiques, donc pour notre confort, si l'on veut. Mais il n'a aucune valeur en soi. Et en fait, on l'a vraiment mis en pratique. Et alors, ce qu'on pense à la fin du XVIe et au XVIIe, justement, d'où peut-être la colère d'Anne-Sophie tout à l'heure, c'est quand même, si vous voulez, l'agriculture conventionnelle qui l'a le mieux illustré. On peut déjà remonter un peu plus loin, si vous voulez, au traité de zootechnie du XIXe siècle, la deuxième moitié du XIXe siècle. On va considérer dans ces traités, et c'est ce qu'on va apprendre dans les écoles vétérinaires, les animaux comme de la matière, comme étant proprement mécanique. Et puis ensuite, à compter de l'après-guerre, eh bien, si vous voulez, on va en quelque sorte abstraire, retirer l'agriculture de tout ce qui est naturel. La première chose, c'est on va, si vous voulez, se libérer, entre guillemets, par exemple, du cycle naturel de l'azote.
parce que l'azote, c'est le principal limitant à la croissance des plantes. Fin 19e, début 20e, on allait chercher par exemple des engrais avec le guano, etc. On apprend à synthétiser l'azote de l'air, on va apprendre à faire des engrais, ça nous était rappelé tout à l'heure, qui sont énergivores. Et en fait, vous avez vous-même parlé des 9 limites planétaires. La plus, si vous voulez, la plus explosée, c'est le cycle de l'azote et le cycle du phosphore. Donc ce sont nos intrants pour l'agriculture. Petit à petit, effectivement, on va augmenter les surfaces, on va détruire toutes les haies, donc du coup, on va déséquilibrer aussi les insectes et on va augmenter le nombre de ravageurs. On va petit à petit déstructurer les sols, détruire, si vous voulez, l'entomofaune, la faune aussi des sols, etc. On va simplifier les espèces qu'on cultive pour qu'elles répondent à des critères économiques et commerciaux en se détachant de leur cahier des charges, si vous voulez, initial, etc. Petit à petit, on va créer un monde totalement artificialisé qui, alors cette fois-ci sur des surfaces gigantesques, détruit la vie. Donc, et là, on en est là aujourd'hui. Et en fait, l'urgence a changé. Elle n'est pas moindre par rapport au vivant qu'elle ne peut l'être par rapport au climat. Mais vous voyez, c'est une longue histoire. On n'a pas voulu faire ça pour détruire au départ. C'est le fruit d'une civilisation qui s'est enferrée en quelque sorte dans une voie, et on le voit beaucoup mieux aujourd'hui. Évidemment, les Descartes et autres n'en avaient absolument aucune idée. On s'est vraiment enferré et on a créé une situation qui est extrêmement dangereuse pour nous. Si vous voulez, on est un peu une espèce, l'espèce humaine, elle ressemble un peu à ce que les biologistes appellent une impasse évolutive. C'est-à-dire qu'on a surdéveloppé des capacités, les capacités de calcul, notre cerveau reptilien. Vous allez regarder du côté de Poutine, vous avez un magnifique exemple. Et puis, on a foncé comme des bourrins avec ça, et passez-moi l'expression, mais on a tout pété. Et on en est là. Voilà. Et donc aujourd'hui, ce que vous décrivez merveilleusement, c'est une façon d'être humain, d'être au vivant, d'être au vivant. Sans le vivant, d'être humain, si vous voulez, comme si on était totalement supérieur et comme si on n'avait rien à voir avec le vivant. Absolument. Donc c'est ce qu'on appelle cette anthropocène. Alors oui, d'une certaine manière, on peut appeler ça l'anthropocène. L'anthropocène, c'est effectivement le moment où on commence à compter les années 50. On a un emballement de la démographie, on a un emballement du PIB, et puis tout le volume de nos activités augmente. Et puis, c'est un peu comme si on couvrait tout le vivant, si vous voulez, quand je dis de la cellophane, c'est même sympa, d'une espèce de grosse couche de plastique, et on étouffe un peu tout, quoi. Et donc, c'est à peu près ce qu'on est en train de faire. Mais on voit bien que nos sensibilités, elles sont déjà décalées par rapport à ça. Alors, c'est justement ça le sujet. Le fait qu'on pose maintenant des mots, par exemple, qu'on pose anthropocène pour justement cette couche de plastique dans laquelle on est en train de s'étouffer si on ne change pas les choses. Et on va parler avec le plastique. Voilà, et d'ailleurs, on va continuer à en parler dans un instant très rapidement de sujet de plastique avec Yvan Bourgnon et Flore Vasseur, mais si on pose des mots, si on commence à avoir la lucidité de se raconter l'histoire telle qu'elle est, de faire un pas de côté sur la façon dont on a été cet être humain et son rapport au vivant, est-ce que, et c'est ma dernière question au philosophe là, avant qu'on continue la discussion avec aussi Victor Kilikini plus jeune qui va aussi nous apporter son regard, est-ce que vous avez l'impression que le fait qu'on commence à voir et que ça fasse consensus. C'est chez des gens qui peuvent paraître plus ou moins cyniques, plus ou moins proches, plus ou moins authentiques dans ce rapport au sujet, mais que ça fasse consensus, que les faits ne soient plus contestés par les climato-sceptiques et autres. Est-ce que là, finalement, la bascule est en train d'avoir lieu puisque cette conscience, cette culture est en train de nous gagner et donc les comportements qui suivent vont forcément en découler. Est-ce que vous avez l'impression que ce virage s'opère ou pas ? Alors, si vous pouviez avoir raison, ça serait génial. À mon avis, c'est un peu plus lent, si vous voulez, entre la prise de conscience et puis les comportements. Il n'y a pas évidemment forcément un lien mécanique de l'un à l'autre. On le voit sur le climat. Un sondage récent nous montrait qu'il y avait 94% des Françaises et des Français qui étaient sensibles au sujet. Vous voyez qu'il n'a
pratiquement aucune place dans la campagne électorale, par exemple. Donc on Ouais. voit que ces choses sont compliquées, on peut avoir des représentations assez fortes et finalement voir qu'elles embrayent sur pas grand-chose. Pour le vivant, c'est un petit peu différent. C'est-à-dire qu'on a déjà des attitudes qui sont différentes. Alors c'est vrai que c'est parfois quand même des portions minoritaires, mais quand on voit le développement, par exemple, simplement de la sylvothérapie qui nous vient du Japon, qui était inventée dans les années 60, si on voit les gens qui vont faire des stages différents, jusqu'au stage chamanique, etc., où on va essayer précisément de construire une relation assez différente avec le vivant autour de nous. Et on voit la sensibilité animale. Le véganisme, bon, c'est autre chose philosophiquement, moi je serais très critique, mais n'empêche qu'il indique une sensibilité très forte dans la société, très très forte, hein, de respect beaucoup plus intense de la vie. Et vous avez des gens qui vont changer complètement de A à Z leur comportement pour ne plus manger de viande du tout. Donc on voit que effectivement, je dirais que par rapport au vivant, à la différence de ce qui pouvait se passer par rapport au climat, on a l'impression que le changement des consciences, il ouvre plus facilement sur des changements de comportement. Et donc, effectivement, ça, c'est des signes qui sont des signes très intéressants. Alors je vous propose, puisque face à cet épuisement des ressources, de mon point de vue, et là pour une fois je donne vraiment mon point de vue, il y a des ressources qui sont merveilleuses, qui sont celles de la jeunesse. J'appelle tout de suite à venir me rejoindre une de ces ressources, Victor Kilikini. Matryoshka.